l'Ardèche, la Drôme. Boris Cyrulnik, Patrick Modiano. Je vais commencer avec Patrick Modiano. Patrick Modiano a reçu le prix Nobel de littérature, à sa grande surprise d'ailleurs. D'ailleurs, je crois savoir que les jurés du prix Nobel ont essayé de le joindre avant pour lui expliquer et pour lui annoncer la bonne nouvelle, n'ont pas réussi à le joindre. Donc mais il est comme ça, Modiano, discret. Son écriture est simple, elle est tranquille, vous adorez Modiano? J'aime beaucoup Modiano, j'aime beaucoup sa simplicité, j'avais presque envie de dire sa pureté, c'est-à-dire qu'il se laisse pas influencer, il suit son bonhomme de chemin, et son chemin l'a mené au Nobel, donc j'en suis ravi. Ravi. Et un lien vous unit. Le lycée Rollin, aujourd'hui lycée Jacques Decour. Pourquoi? Parce qu'il a écrit la préface de La guerre des cancres, un lycée au cœur de la résistance qui a été écrit, ce livre chez Perrin, par Bertrand Matteau. Et c'est Modiano, parce que Modiano a fréquenté ce lycée, comme vous. Mais oui, il y a Edgar Morin aussi. Edgar Morin, ouais. Incroyable. Alors, c'était un lycée de prolos, d'enfants de prolos. Oui. Et quand on fait le bilan, l'après-guerre, beaucoup ont eu des biographies intéressantes. Et dans les années d'après-guerre, il y avait encore ceux qui étaient communistes et ceux qui s'étaient engagés dans les Waffen-SS. C'était des enfants, des adolescents. Parce qu'à cette époque-là, ce lycée était très politisé. Lycée très politisé. Il y avait à Rollin plus d'électricité parisienne dans l'air que dans les autres lycées, a écrit Modiano dans la préface. Ouais. Oui, mais c'est vrai parce que on était tous enfants d'engagés, c'est-à-dire la majorité était engagée dans la résistance, même les enfants, même les adolescents. Les adolescents. Et un siège sur 3 était vide à la fin de la guerre, c'est-à-dire que la majorité de ces enfants avaient été fusillés ou déportés ou tués au combat, des enfants, des adolescents, et une minorité d'entre eux s'étaient engagés dans la Waffen-SS. Ils sont morts à Saint-Pétersbourg. Alors, il y a aussi une remarque que fait Modiano qui vous va fort bien. Observer, il faut observer pour comprendre le monde vivant. Finalement, vous passez votre vie à observer. Hein, oui, mais c'est passionnant. Le monde est passionnant. Oui. Le monde des fourmis, passionnant. Le monde des animaux, passionnant. Le monde des bébés préverbaux, passionnant. Et les humains aussi sont parfois passionnants. Oui, passionnant. Déroutant, vous cherchez sans cesse, Boris Cyrulnik. Si les hommes n'étaient pas fous, ils seraient ennuyeux. Mais rassurez-vous, on va pas s'ennuyer. Les hommes sont fous. Bien sûr, c'est ça qui fait leur charme. Nous sommes tous fous. Alors, le mot fou ne désigne rien. Voilà. Mais donc, nous sommes tous fous. C'est-à-dire qu'on a tous un roman dans la tête, on a tous une aventure exceptionnelle dans la tête, et on se construit de 1000 manières différentes qui peuvent aller de la schizophrénie aux troubles et aux angoisses inévitables. Et la schizophrénie, le trouble, les angoisses. Finalement, notre cerveau est sculpté au fil du temps. Sculpté par quoi? Alors ça, c'est les découvertes récentes de la neurobiologie. Exactement. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant en médecine, on nous enseignait que le cerveau était coupé du monde, ce qui était incroyable, alors qu'aujourd'hui, le cerveau est un organe relationnel, il est sculpté par l'affectivité, il est sculpté par nos interactions, c'est-à-dire que si vous me parlez gentiment, vous modifiez la sécrétion de mes neuromédiateurs, et si un jour vous m'insultez, vous allez me faire sécréter d'autres neuromédiateurs, je vais trembler, je vais être pâle, et puis surtout, il est sculpté par l'affectivité. Oui. Et on se rend compte que notre manière de s'affecter, la parole, a une fonction affective bien plus qu'informative, et notre manière de se parler sculpte certaines zones cérébrales. Boris Cyrulnik, premier tome, Sauve-toi, la vie t'appelle. Deuxième tome, Les âmes blessées. Je dis deuxième parce qu'il peut y en avoir un troisième, non? Non, je pense pas. Non? Non, maintenant je suis arrivé à la retraite. Chez Odile Jacob. Bon, vous ne pensez pas? Non. Vous avez encore tant de choses à dire, pourtant, hein, Boris Cyrulnik. Oui, ça c'est l'introduction. C'est l'introduction. Alors, évidemment, on va revenir en arrière, et on revient en arrière dans votre livre. On visite l'univers de la neuropsychiatrie, mais moi je me souviens, c'est vrai qu'il y a 50 ans, lorsque quelqu'un était déclaré fou, il était déclaré fou. Exactement. Déclaré fou. Alors là, c'était très simple. Hein. On ne s'embarrassait pas de tergiversation, puisque lobotomie, puis ensuite on a eu les électrochocs, et puis les traitements chimiques.
Et maintenant, vous parliez de neurosciences. Les progrès de la neuroscience nous permettent de rejoindre les fous, de les comprendre, de les analyser, Racontez-nous tout ça, ce passage. Alors, c'est les progrès de la neuroscience et les progrès des sciences humaines. Des sciences humaines, oui. Parce que ce que vous venez de dire, j'en témoigne, c'est vrai, je l'ai vu, ouais. La paille dans les hôpitaux, parce qu'on pensait que ces hommes-là n'étaient pas des vrais êtres humains, donc on leur donnait pas de lit, on mettait de la paille. J'ai vu les infirmiers enlever la paille à la fourche le matin, mettre un coup de jet d'eau et remplacer par de la paille fraîche. Un schizophrène qui rentrait à l'hôpital psychiatrique avant l'ère des neuroleptiques et de la psychanalyse que j'associe, un schizophrène qui rentrait à l'hôpital n'avait pratiquement pas de chance d'en ressortir, 5%, 10% de chance. Aujourd'hui, un schizophrène qui rentre à l'hôpital pour une tragédie de l'existence psychique, il a 50% de chance de quitter les hôpitaux sans médicaments et de redevenir autonome. 25% sortiront et reviendront et seront des guérisons fragiles, et 25% connaîtront l'évolution tragique qu'ils connaissaient avant dans plus de 90% des cas. Donc c'est un progrès énorme qui est dû aux neuroleptiques en partie, qui est dû à la psychanalyse en autre partie, et qui est surtout dû au progrès humain, c'est-à-dire la manière de comprendre la folie, et les neurosciences actuellement font faire d'énormes progrès. D'énormes progrès et qui ont changé la vie de ces malades et qui ont changé la vie des médecins et notre vie à tous. Pourquoi ? Parce que avant, on isolait les malades mentaux. On ne voulait pas les voir. Alors là, et ça a beaucoup changé. Alors Michel Foucault, qui a agressé la psychiatrie, nous a fait du bien à nos psychiatres, c'est-à-dire que il a souligné à quel point, il a appelé ça le grand renfermement. Alors il a exagéré sur le plan historique, il dit que c'est une loi qui a fait enfermer les fous, mais quand j'étais en Syrie, j'ai vu à Damas des hôpitaux psychiatriques datés du Xe siècle et qui étaient moins renfermés qu'en Occident, mais les hôpitaux psychiatriques existaient avant la loi du grand enfermement. C'est-à-dire que en enfermant les fous, on les mettait à la campagne, on les entourait de hauts murs, et en enfermant les fous, on soignait les normaux. Oui. C'est-à-dire que on les empêchait, on les protégeait de personnes qui disaient des choses étranges qu'on ne comprenait pas. Donc on mettait ces gens, on faisait du social en excluant les fous, en excluant ceux qui n'avaient pas la pensée conforme. Alors notre culture aujourd'hui, elle est beaucoup plus démocratique. Elle est d'abord, on transgresse aujourd'hui, parce qu'on cherche à innover. Donc forcément, on transgresse. Exactement. Tout innovateur est un transgresseur. Bien sûr. C'est parce qu'il met dans la culture quelque chose qui n'y était pas avant. Ce qui fait que tout innovateur est agressé. Puisqu'il est transgresseur, et notamment je cite dans mon livre, Fernand Lamaze, qui était un praticien, qui n'était pas universitaire, qui était un praticien. Il va en Russie et il voit une femme accoucher sans douleur. Et il rentre bouleversé en disant c'est donc possible, parce que la doxa disait qu'il est moral de souffrir en accouchant. Une femme, je me rappelle avoir lu, une femme qui met au monde un bébé sans souffrir ne pourra pas aimer son enfant. Ça, c'était la doxa. Et un homme, un seul, déclenche un processus avec l'aide de la CGT, la clinique des Bleuets, et il a 3 procès. Il bouleverse la condition de l'accouchement et il a 3 procès. Et il s'est passé la même chose en psychiatrie. Ceux qui ont provoqué l'ouverture des hôpitaux psychiatriques, c'était des médecins des hôpitaux psychiatriques. C'était pas des psychiatres, c'était pas des universitaires. C'était des médecins, parce qu'on pensait que la folie était incurable. Donc on mettait des médecins dans les hôpitaux psychiatriques pour soigner la pneumonie du fou, mais pas la folie, puisqu'elle était incurable. Oui. Donc, ce sont des innovateurs, comme vous l'avez dit, qui ont pensé la psychiatrie autrement. Mais elle n'existait pas. Ouais. La psychiatrie existe depuis 71 seulement. Ouais. Et quand la psychiatrie n'existait pas, on était tous soumis à la doxa, c'est-à-dire aux opinions convenues qu'on récite sans réfléchir. Ouais. Et c'est ça qui a mené à la lobotomie, à l'électrochoc, à l'enfermement. Dès l'instant où des
personnes non spécialistes et non universitaires ont commencé à penser la folie, on a changé complètement la condition de ceux qu'on appelle abusivement les malades mentaux. Oui, là on mesure le progrès, les progrès considérables faits depuis 50 ans. Boris Cyrulnik, vous restez avec nous évidemment parce que j'ai plein de questions encore. Les âmes blessées chez Odile Jacob, le tome 2 des mémoires de Boris Cyrulnik, grand neuropsychiatre célèbre, qui est notre invité ce matin. Exceptionnel, exceptionnel. Il est 9h19, à tout de suite. RMC, Bourdin Direct. RMC, Bourdin Direct, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Boris Cyrulnik, nous continuons les âmes blessées chez Odile Jacob, les mémoires, le tome 2 des mémoires de Boris Cyrulnik. Alors, on va entrer dans l'actualité avec vous, si vous le voulez bien. Vous avez beaucoup travaillé sur les criminels nazis, sur les raisons qui ont conduit au crime nazi. On a voulu expliquer la folie nazie par les troubles mentaux d'Hitler. Mais non. Ce n'est pas l'explication, Boris Cyrulnik. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, quand j'étais enfant, on expliquait la folie nazie en disant Hitler avait une méningite syphilitique. Ensuite, on a dit il a une Parkinson. Donc ça voulait dire il est malade physiquement, ce qui explique la folie, ce qui explique la folie nazie. Alors, je crois qu'on continue ce genre de raisonnement, c'est-à-dire qu'on explique un phénomène extrême, on l'explique par ce qui remporte une victoire dans le contexte. Quand la médecine était glorieuse, dans les 30 glorieuses de la médecine des années d'après-guerre, la découverte des antibiotiques, la découverte de la cortisone, la plupart des médicaments, on expliquait tout par la médecine, donc on expliquait la folie nazie par la médecine, ce qui bien sûr est un non-sens. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce crime nazi est arrivé dans un des peuples les plus cultivés de l'époque, le peuple allemand, avec une belle culture allemande, une belle culture germanique. Et la pensée paresseuse consiste à dire ils ont commis des monstruosités, donc ce sont des monstres. Et ça, c'est le court-circuit de la pensée. C'est la pensée réflexe, c'est la pensée paresseuse. C'est-à-dire, c'est la doxa. Ce qu'on disait tout à l'heure. Une série d'opinions sans jugement qu'on récite. Or, le mystère, c'est que ces hommes intelligents, la culture allemande et d'autres cultures aujourd'hui, qui refont le même coup, alors justement, on va en parler, oui. Qui préparent le même coup, cette culture-là valorisait la soumission, valoriser l'obéissance et la récitation sans jugement. Et c'est comme ça que c'est une méthode excellente pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire, c'est de se soumettre. La soumission est une manière de prendre le pouvoir. Supposez qu'on soit en conflit tous les deux. Oui. Oui. Vous êtes plus fort que moi, vous avez la police, l'armée, l'argent, je suis obligé, vous me soumettez. Je suis bien obligé de me soumettre, mais je vous observe, je ne veux pas vous rater. À la première défaillance, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors que, au contraire, si on s'associe pour donner le pouvoir à un chef, notre obéissance va expliquer sa victoire. C'est en obéissant qu'on lui donne la victoire. Il nous doit sa victoire. Ce qui explique que ces crimes sont commis sans aucune honte ni culpabilité, comme l'ont fait tous les criminels, comme le font encore tous les criminels de guerre. Je vais y venir. Je n'ai fait qu'obéir. Oui. Et c'est Hitler valorisait l'obéissance, comme on le voit dans la pensée extrême, dans les groupes extrêmes qu'on revoit réapparaître. Dans la pensée extrême, ce qui est valorisé, c'est l'obéissance pour donner le pouvoir, la victoire au chef. Et nous, soldats, on lui permet de remporter la victoire, mais nous, on arrête de penser. Donc, ça veut dire que les criminels nazis n'étaient pas fous. Non, bien sûr, il n'était pas du tout, parce qu'on a dit la folie, ce mot a été employé un peu à tort et à travers d'ailleurs, depuis toujours. Oui, mais c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, qui n'a pas de contenu. Oui, c'est un mot générique. Quoi. Voilà, c'est ça. Il veut dire celui que j'aime pas et qui n'est pas comme moi. Bien sûr. Mais alors, dans les années d'après-guerre, au procès Nuremberg, il y a eu énormément de psychiatres et de psychologues et qui maintenant, leurs résultats commencent à être publiés. Et on voit que même Göring, que je croyais psychopathe, eh bien maintenant, on a découvert des lettres de Göring à sa femme. C'était un gentil papa. Il écrivait des lettres très poétiques à sa femme, à ses enfants. Et Rudolf Heuss, le directeur du camp d'Auschwitz, raconte que c'est à Auschwitz qu'il a passé les plus belles années de sa vie.
C'est-à-dire qu'il était complètement coupé en deux. Une partie avec sa femme, il s'entendait bien, ses enfants, ça marchait très bien, il était heureux. Et une autre partie, il fallait faire son métier, qu'est-ce que vous voulez, il fallait tuer le plus de gens possible. Alors est-ce qu'on peut dire que les terroristes de Daesh, aujourd'hui, ne sont pas des fous, mais des soumis ? Voilà, mot à mot, on peut dire, moi je pense comme ça, mot à mot, c'est-à-dire que on valorise l'absence de jugement. Ils n'ont pas le droit de critiquer, alors que dans l'armée française ou dans les armées occidentales, on a le droit de critiquer. Si un ordre est donné par un officier fou, on a le droit de ne pas obéir. Oui. Et là, dans ces cultures extrêmes, dans ces armées extrêmes, on doit obéir jusqu'à la mort. On érotise la mort, et notamment on héroïse. On érotise et on héroïse les gens, les hommes qui acceptent de mourir pour donner la victoire au chef. La personne n'existe plus, le jugement n'existe plus, c'est une perte totale de liberté intime pour remporter la victoire. Et c'est ce qu'on voit réapparaître dans ces groupes. Et comme vous le disiez tout à l'heure, aucune culpabilité. Je n'ai fait qu'obéir. Aucun sentiment de culpabilité. Je n'ai fait qu'obéir, donc je ne suis pas coupable. Voilà, le coupable, c'est mon chef que j'ai vénéré, oui. Auquel j'ai obéi, mais moi je suis responsable de rien. Et j'ai le sentiment du devoir accompli. Et en plus, alors il y avait un bataillon, les historiens ont retrouvé un bataillon, le 101e bataillon, c'était en Allemagne, c'est Browning, un historien anglais, qui a retrouvé les archives. Ces hommes étaient tous diplômés, c'était des gendarmes et ils devaient tuer les enfants un par un, rentrer dans les écoles pour tuer les enfants un par un, ce qui se refait actuellement. Oui. Il y a encore des djihadistes qui rentrent dans les écoles pour tuer les enfants à l'école, dans les écoles, et sans aucun sentiment de culpabilité. Et ces hommes-là avaient le droit de désobéir, et on leur disait, si vous n'avez pas la force d'exécuter ça, vous ne serez pas punis. Très peu ont demandé à être mutés, et ils avaient honte de ne pas avoir la force d'exécuter les ordres, ils avaient honte de ne pas avoir le courage de tuer des enfants. C'est-à-dire qu'on a complètement inversé les valeurs et qu'il y a le bonheur dans la soumission. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit, on est déculpabilisé, on n'a pas de honte, on est totalement irresponsable et en plus on mène à la victoire, l'euphorie de la victoire. Donc c'est un mécanisme psychosocial. Oui, et une pensée totalitaire, évidemment. Est-ce que ce mode de pensée revient en France aujourd'hui, selon vous ? Est-ce que vous êtes inquiet, franchement, Boris Cyrulnik ? Je suis étonné de voir réapparaître ce mode de pensée. Je pense que on dit que l'antisémitisme se redéveloppe, je pense qu'il se maintient, sauf que les antisémites passent à l'acte 2 fois plus facilement, mais la proportion d'antisémites français reste très faible. En revanche, c'est quelque chose qui n'est pas supportable, c'est la montée en flèche du racisme anti-arabe. Et je pense qu'on voit monter ce phénomène-là, qui lui est porteur de drames, de tragédies, et qui n'est pas pour l'instant combattu. Donc, et qui correspond au même principe d'ailleurs. On ne pense pas, on ne juge pas, on ne rencontre pas, on se soumet à une récitation de perroquet. Et cette récitation nous euphorise. C'est pour ça qu'elle fait perdre la tête à des gens normaux, à des gentils pères de famille. On se soumet à une récitation de perroquet. Dites-moi, Boris Cyrulnik, alors simplement, tiens, je ne vais pas vous demander une consultation, mais juste j'ai une auditrice, parce que on va lui faire plaisir, parce qu'elle est angoissée, je le sens, c'est Martine qui nous parle de son fils qui est schizophrène, qui a été hospitalisé 6 fois. Il a 34 ans, il est malade depuis 20 ans, il arrête son traitement systématiquement tous les 2 ans. Nous n'arrivons pas à lui faire prendre conscience de sa maladie. Voilà ce que nous dit Martine. Que faire ? Oui, vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit, je vous le répète. Mon fils est schizophrène. Il a été hospitalisé 6 fois, il a 34 ans, il est malade depuis l'âge de 20 ans. Il arrête son traitement systématiquement tous les 2 ans. Nous n'arrivons pas à lui faire prendre conscience de sa maladie. Que faire ? Alors ça, quand les neuroleptiques sont apparus, on a cru qu'ils allaient guérir, alors qu'en fait, ils soulagent, ce qui est déjà pas si mal, et ensuite, on peut établir une relation qui permet de guérir. Donc maintenant, on accuse trop les neuroleptiques, on les accuse d'être des camisoles chimiques, ce qui n'est pas faux, mais ils permettent quand même d'entrer en relation avec le patient et de l'aider à guérir. Malheureusement, il y a une autre doxa
qui apparaît, arrête-moi tout ça, c'est des cochonneries. Et ça provoque des rechutes. Et chaque rechute rend le traitement plus difficile et le succès thérapeutique éloigne le succès thérapeutique aussi. C'est-à-dire que on sait maintenant que quand on peut collaborer avec le patient, les médecins, les psychologues avec le patient, quand on aide la famille, le malade prend 2 fois moins de médicaments, se fait hospitaliser 2 fois moins longtemps et a 2 fois plus de succès thérapeutique possible. Et quand il y a un schizophrène dans la famille, il y a 4 fois plus de dépression que dans la population générale. Donc quand on aide la famille, on aide le patient, il prend moins de médicaments et guérit mieux. Mais il y a une doxa, camisole chimique, qui n'est pas fausse, mais qui est une doxa, c'est-à-dire que arrête-moi tout ça, c'est des cochonneries, ça provoque des rechutes, et là, le patient risque de mal évoluer. Merci pour Martine. Boris.